Le Venezuela est sans doute l'un des plus grands paradoxes de la planète. C'est un pays assis sur l'un des sols les plus riches du pétrole au monde, et pourtant il est plongé dans une extrême pauvreté. Mais alors, comment un pays aussi riche peut devenir aussi pauvre? Reste bien jusqu'à la fin, en quelques minutes tu vas comprendre l'histoire moderne du Venezuela, une histoire qui peut te surprendre, te choquer et peut-être même changer ton regard sur ce pays. Tout commence en 1922 quand un geyser près du lac de Maracaibo transforme une nation pauvre en un nouvel Eldorado pétrolier. Le pays se développe, mais derrière cette richesse se cachent les pressions politiques, l'ingérence économique et les tentatives de coup d'État. Le Venezuela devient alors un véritable laboratoire du capitalisme mondial où les intérêts étrangers cherchent à contrôler l'avenir de ce pays. Bienvenue sur Socratie et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de cette série Les Dessous du capitalisme. On plonge dans l'histoire du pays le plus riche en ressources d'Amérique du Sud, mais aussi l'un des plus appauvris. Mais avant de commencer, si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce qu'à moi ça m'aide énormément à faire vivre ma chaîne et surtout ça m'encourage à continuer ce travail d'analyse et de vulgarisation. Et l'année 1998 change tout au Venezuela. Hugo Chavez, qui est issu des classes populaires et des militaires nationalistes, arrive au pouvoir avec un objectif très clair: reprendre le contrôle du pétrole, renforcer l'État face aux multinationales et limiter l'ingérence américaine. Chavez agit rapidement, il réorganise les institutions, place ses proches à la tête des industries pétrolières et prend des mesures pour renforcer la souveraineté du pays. Le pétrole reste au cœur du pouvoir. Résultat, Chavez devient un acteur incontournable sur la scène mondiale, mais aussi un vrai casse-tête pour Washington. Parce qu'il faut aussi savoir que depuis les années 1980, le Venezuela doit aussi faire face aux assassins financiers, terme que j'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, banques et acteurs internationaux qui manipulent les marchés pour s'approprier les richesses nationales. Quand le prix du pétrole chute, les dettes explosent et le FMI impose des mesures d'austérité provoquant crise économique, tensions sociales et inégalités croissantes. Et Hugo Chavez inquiète très fortement les États-Unis. Son contrôle sur le pétrole et son opposition à la globalisation menacent leurs intérêts. En réponse, Washington utilise des méthodes habituelles: la pression économique, le soutien aux opposants, tentative de coup d'État. Et en décembre 2002, une grève massive des travailleurs pétroliers soutenue par les leaders proches des États-Unis menace de renverser Chavez. Le pays vacille, frôle le chaos, mais Chavez tient bon, soutenu par l'armée et les institutions clés. Cette résistance montre une chose: un pays peut parfois tenir tête à la puissance combinée des grandes puissances et des acteurs financiers mondiaux, même face à des pressions énormes. L'histoire du Venezuela n'est pas un cas isolé. On rappelle ce qui s'est passé en Iran ou au Moyen-Orient par exemple: coup d'État soutenu par la CIA, gouvernement élu renversé, régime installé pour servir les multinationales, enfin bref. Et c'est le même schéma dans toute l'Amérique latine, le Guatemala, le Chili, le Pérou, le Nicaragua, etc. Et à chaque fois c'est la même recette: protéger les intérêts économiques américains, maintenir les régimes autoritaires, contrôler les ressources stratégiques et neutraliser les gouvernements populaires. Aujourd'hui, les assassins financiers combinés à la pression politique et militaire montrent que l'impérialisme global s'adapte mais reste le même. Exploitation économique, déstabilisation politique et manipulation institutionnelle pour sécuriser le profit et le contrôle stratégique. Le Venezuela de Chavez est un exemple unique. Grâce à la résistance locale et à certaines alliances, le pays a réussi à tenir tête, au moins temporairement, à la pression des grandes puissances et à des multinationales. Même Saddam Hussein, de manière indirecte, il a joué un rôle clé en attirant l'attention internationale au Moyen-Orient avec ses propres crises et ses propres conflits. Il a détourné une partie de la pression américaine de l'Amérique du Sud. Cela a permis à Hugo Chavez de survivre au coup d'État de 2002 et de renforcer sa position. Cette histoire montre une réalité plus large. Les richesses naturelles attirent toujours les convoitises. Derrière le discours de protection économique ou de démocratie, les puissances étrangères imposent leurs intérêts. Elles utilisent l'argent et la force pour contrôler les ressources, créant l'instabilité, la pauvreté et le ressentiment. Aujourd'hui, le Venezuela, pourtant très riche en pétrole, est plongé dans une pauvreté extrême. Plus de 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté, l'inflation est énorme et les services publics sont en grande difficulté. Une illustration tragique de ce que peuvent provoquer les richesses stratégiques combinées à l'ingérence étrangère. Voilà, c'était le dernier épisode de ma série Les Dessous du capitalisme et comme toujours, je me suis appuyée sur des ressources fiables: Les assassins financiers de John Perkin, La civilisation de 1950 aux années 2000 et mes propres recherches. Ma prochaine mini-série sera sur la naissance de la crypto-monnaie.
5 à 7 épisodes pour comprendre comment elle est née, pourquoi et comment elle pourrait changer le système actuel. N'hésitez pas à poser vos questions ou tout simplement à laisser un petit commentaire. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.